Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière fournée de top et de flop. Cette fois-ci dédiée à mes découvertes de livres en 2022. Petit disclaimer, là encore, il s'agit d'un classement de mes découvertes personnelles en 2022. Donc évidemment, dans le lot, il y en a des plus anciens. Et aussi, bien entendu, c'est un classement subjectif. Comme à chaque fois, j'essaie d'apporter des arguments objectifs, mais vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et vous pouvez partager vos avis en commentaire, du moment que vous restez respectueux et courtois avec tout le monde, y a pas de problème. Ah, et petite information, oui, il y a moins de titres dans les flops de livres que dans tous les autres top flops, ce qui est effectivement assez étonnant de la part d'un libraire, mais en fait, c'est surtout que il y a énormément de bouquins qui m'ont pas plus marqué que ça, en fait. Que j'ai ni particulièrement apprécié ou détesté, et surtout, j'avais rien à dire dessus, en fait. J'avais soit rien à clasher, soit rien à encenser. Donc voilà du coup pourquoi il y a moins de titres dans ce flop. Sur ce, bonne vidéo à tous. Ok, j'ai aucune idée de comment critiquer cette BD. L'histoire est celle de Maya, une petite fille qui vit avec son oncle depuis la disparition assez mystérieuse de ses parents. Donc tu supposes que tu vas avoir droit à une histoire avec un fil rouge, et bah pas tant que ça, vu que les 3/4 du bouquin sont réservés à des réflexions de la gamine, mais des réflexions du style à la Calvin et Hobbes quoi. Et la fin du premier tome se conclut sur ce qui a l'air d'être le début d'un nouveau fil rouge, et pas forcément le truc le plus joyeux du monde, donc il y a des passages drôles mais c'est pas le cœur du sujet, aucune idée de ce que je peux dire. J'ai fini la bande dessinée, je ne sais toujours pas à quel public je peux la conseiller. Je sais même pas dans quel type de catégorie je pourrais la ranger. Bah après, oui, c'est une BD de qualité, ça je vais pas dire le contraire. Mais j'ai aucune idée d'à qui elle s'adresse. C'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le flop, c'est que elle est pas mauvaise, loin de là. Mais c'est juste, je suis bloqué. Je sais pas du tout quoi en penser. Du coup, bah... si vous l'avez lu et que vous l'avez mieux cerné que moi, peut-être que vous connaissez mieux l'auteur et du coup bah, vous êtes plus fan de son travail, peut-être que ça peut vous plaire, mais moi je vous avoue que... Pour le moment j'attends le tome 2 pour me faire vraiment une idée, mais là le tome 1... je sais pas. Je sais vraiment pas. L'histoire est celle d'un mangaka en devenir qui échoue systématiquement à cause d'un manque total d'originalité. Sauf que suite à un éclair qui fera fondre et fusionner son micro-ondes et son réfrigérateur, voilà que ce dernier, tous les jours à la même heure, va lui faire parvenir le Shonen Jump, le magazine où sont publiés les nouveaux mangas toutes les semaines au Japon, mais qui vient de 10 ans dans l'avenir. Il va y découvrir l'histoire d'un manga tellement exceptionnel qu'il va s'empresser de le copier pour, enfin, dépasser les portes du scribouillard qui essaye de se faire accepter. L'inconvénient étant que très vite, la vraie autrice de l'histoire, une lycéenne, va débarquer dans sa vie. J'avoue que j'attendais beaucoup de cette histoire, notamment en raison du fait que le titre lui-même annonçait que ça allait jouer avec le paradoxe de l'écrivain. Pour ceux qui connaissent pas ce paradoxe, imaginons que je prenne le premier tome de Harry Potter et que je remonte dans le temps avant son écriture, et que je le fasse éditer et publier à mon nom. Mais du coup, s'il est publié et édité à mon nom, ça veut dire que J.K. Rowling ne va pas l'écrire. Du coup, personne n'écrira Harry Potter, je ne pourrai pas l'avoir dans le présent, et je ne pourrai pas remonter dans le temps avec pour l'éditer à mon nom. Et du coup, J.K. Rowling pourra l'écrire. Et inversement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'écrivain. Sauf que dans ce manga, le paradoxe est résolu en une page. J'ai pas beaucoup de problèmes avec l'histoire en elle-même. Le héros, c'est pas un mauvais bougre, hein, que quand il se rend compte qu'il a plagié une véritable histoire, il se sent un peu coupable et il prend l'autrice sous son aile pour se dire bon peut-être que grâce à cette histoire elle va pouvoir se surpasser et devenir encore meilleure et créer une œuvre qui va encore plus surpasser celle-là. Et c'est vraiment à la toute fin du premier tome qu'on va vraiment avoir un problème en lien avec l'avenir et qui va vraiment forcer le héros à se bouger le cul quoi. Après, pour ce qui est des défauts, j'en ai pas beaucoup. Globalement, l'histoire se tient, les dessins sont appréciables, et l'intrigue ne dure que 2 tomes. Et tant mieux, parce que vu la vitesse à laquelle ça va,
je vois pas comment ils auraient pu le faire durer. Il y a cependant à la fois une incohérence et une énorme facilité scénaristique, parce que c'est la justification pour lancer l'histoire, c'est que le tout premier Shonen Jump qui est reçu par le héros disparaît après qu'il l'ait lu. Ce qui le force à devoir entièrement... à la base, c'est pour ça qu'il recopie le manga. C'est parce qu'il s'est dit, j'ai rêvé, donc c'est juste mon subconscient qui a eu cette idée, il faut que je l'écrive, que je le dessine pour pouvoir le présenter. Mais à la base, il croit vraiment que c'est son idée. Sauf que par la suite, les autres Shonen Jump qui sont téléportés chez lui restent. Ils ne disparaissent pas après leur lecture. Mais ouais, pour moi, ce qui est vraiment dommage, c'est que le titre promettait vraiment qu'il allait jouer avec des paradoxes temporels. Et le fait que, en fin de compte, ce soit pas le cas, c'est surtout ça qui m'a déçu en fait. Donc, si éventuellement ça vous tente, je peux vous le conseiller, mais perso, j'ai pas très envie de lire la suite, quoi. Un avenir très probable, qui aurait pu me faire énormément rire, s'il avait pas complètement raté sa cible en fait. L'histoire est celle de notre monde dans le futur, où les élites ont refusé d'utiliser leur argent pour résoudre les problèmes, et se sont contentés de s'en servir pour leur propre profit. À tel point que quand il est devenu clair que l'humanité allait droit vers sa fin à cause du manque de ressources naturelles, ils se sont construits une île artificielle entièrement dédiée aux gros richards de leur calibre, histoire d'attendre la fin du monde, entre privilégiés. Sauf qu'évidemment, 2 personnes vont tenter d'y mettre un terme, notamment une journaliste qui a l'intention de révéler leur magouille, et un ancien militaire qui a vu les résultats de ces magouilles. Et c'est tout autant une critique sociale que Don't Look Up, à ceci près que le scénario est un peu moins prévisible, et a une fin qui est quand même un petit peu plus agréable. Et je dois avouer que ça m'a pas marqué plus que ça. 2 jours après l'avoir lu, j'avais pratiquement tout oublié de l'histoire. C'est dire à quel point c'était pas exceptionnel. Titre qui, vous serez d'accord, est assez original et perturbant. Le pitch, c'est que Nana est mariée à Ryo, l'incarnation parfaite du mari violent et abusif. Sauf qu'après 4 années à être martyrisée, Nana finit par assassiner son conjoint et décide de le planquer dans le congélateur. Problème, dès le lendemain, Ryo revient à la maison comme si de rien n'était, alors que le cadavre est toujours dans le congélateur. Alors j'avoue que c'est assez bizarre, à voir comment évolue l'intrigue, même si perso le premier tome m'a pas donné très envie de continuer. Mais est-ce que c'est vraiment du surnaturel? Est-ce que l'héroïne a des hallucinations Mais j'ai vraiment pas accroché à l'intrigue en fait. Je l'ai lu en fait et... Ouais, why not? Donc peut-être si vous êtes fan de thriller et d'histoires de genre, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi perso, j'ai vraiment pas accroché. Vous vous en êtes probablement rendu compte, ce flop est pour le moment constitué de trucs qui sont pas foncièrement mauvais, c'est plus uniquement des trucs que j'ai pas appréciés. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Alors, vous allez certainement me faire la remarque que il n'y a pas beaucoup de romans dans le top et le flop des lectures. Ce qui est vrai, à mon grand regret. Avec tout ce que j'ai à faire, la librairie, la chaîne YouTube, mes romans, et toute ma vie d'à côté, quoi. Je vous cache pas que une BD, un comics, un manga, au pire, ça me prend une petite heure, quoi. Un roman, ça peut me prendre plusieurs semaines. Je regrette l'époque où j'avais beaucoup moins de trucs à faire. C'était une époque où je lisais énormément. Et fut un temps, un gros bouquin de cette taille, ça m'aurait pris 2 voire 3 jours à être lu intégralement. Et aujourd'hui, ça peut me prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand j'entends certains qui viennent dire « Oui mais non, si vous ne lisez pas de romans, c'est que vous n'avez pas vraiment envie d'en lire et du coup vous ne prenez pas le temps, c'est ta gueule. J'ai pas que ça à faire de ma vie, donc tu fermes ta gueule, merci t'es gentil. » Bien sûr, il faut lire des romans, il faut prendre du temps pour en lire. Mais critiquer quelqu'un parce qu'il en lit pas autant qu'il voudrait, c'est vraiment insultant, voire élitiste. Je tiens cependant à préciser un petit truc. Quand on parle d'un roman, c'est difficile de ne pas aborder le cas du style d'écriture. Et donc je vais le critiquer,
mais il faut savoir que un style d'écriture reste majoritairement subjectif. C'est pas parce que je l'apprécie ou que je le déteste que forcément ça le rend mauvais. Par exemple, Proust, qui a un style avec des phrases excessivement longues, il y en a qui l'adorent. Moi j'ai juste envie de lui faire avaler ses bouquins à chaque fois que je lis une de ses phrases. Tous les goûts sont dans la nature et ce serait mal de critiquer là-dessus. Les vrais arguments positifs et négatifs que vous devrez retenir, ce sera sur le scénario, sur l'histoire, l'intrigue, la gestion des personnages, tout ça. Pour le style d'écriture, ce ne sera vraiment que mon avis et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec. Ça, ce que je peux comprendre. Par exemple, si on prend les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, l'auteur avait une tendance à décrire le moins possible, justement pour permettre à ses lecteurs d'imaginer les choses à leur sauce. Tandis que David Weber, qui lui est responsable des Honor Harrington, lui c'était l'inverse. Il le décrivait au max, justement pour que personne ne soit perdu dans ce qu'il racontait. Aucun style n'est meilleur qu'un autre, c'est juste que, en fonction de vos goûts, bah vous allez préférer l'un ou l'autre. Parce qu'en l'occurrence, le style d'écriture de Thorngrove, franchement je suis pas fan. Je le trouve trop léger et trop souvent avare en détails. Mais genre tellement que ça en peut devenir gênant pour la description de la scène. Par exemple, on a une scène où l'héroïne s'est battue dans les couloirs de son lycée. Grosso modo, là, on a eu toute la description de la scène de la bagarre, et ça se poursuit comme ça. Ses camarades de classe parurent hésiter, et finalement l'une d'elles, la petite rouquine, se décida à la rejoindre. « Mademoiselle Rodman, dans mon bureau s'il vous plaît. » Merde. Je suivis le proviseur le long des couloirs. Le proviseur ? Attendez, il était là ? Littéralement, le mec a popé entre deux phrases. Si j'avais dû décrire la scène, par exemple, je l'aurais fait du genre, le coup, voilà, on finit de décrire la première scène, et du coup, l'héroïne entend la voix qui lui dit « Mademoiselle Rodman dans mon bureau », j'aurais juste ajouté une petite phrase pour dire « L'héroïne se retourne et voit le proviseur », et là se dit « Et merde », juste pour que ça fasse plus fluide. Je suis pas non plus très fan de la façon de parler des adolescents, qui fait souvent un peu trop soutenu. Mais en même temps, bah, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents, donc voilà, ça passe peut-être mieux pour eux. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'autrice a tenu à alléger son style autant que possible. Je suis pas particulièrement fan de l'idée, mais ça peut se comprendre. L'histoire, c'est que Madeline Rodman, avec sa mère et sa petite sœur Meadow, ont dû déménager de Madison suite à la séparation de leurs parents, et ont donc trouvé refuge dans un trou paumé appelé Hog Grove. Le problème étant que cette ville possède un manoir abandonné à la réputation assez glauque, et appelé Thorngrove, et des phénomènes surnaturels vont commencer à se produire. Alors, d'ordinaire, dans ce style d'histoire, où on a une héroïne adolescente de la quinzaine d'années qui débarque dans une nouvelle ville, on peut s'attendre à une héroïne assez cruche avec une romance totalement insipide, genre Twilight. Eh ben, pas du tout. Déjà, la petite Madeline, elle est loin, très loin d'être une petite fleur fragile. Et je dirais même qu'elle est assez rafraîchissante, parce qu'elle est plutôt réaliste niveau comportement vis-à-vis de son âge. Elle est impulsive, colérique, égoïste, elle a vraiment des défauts, et ils sont expliqués pratiquement dès le début. Un autre exemple que j'avais beaucoup apprécié, évidemment, dès son arrivée, elle va s'attirer les foudres de la pétasse en chef, qui est pratiquement la reine du lycée, et se faire prendre en grippe par cette dernière. Sauf qu'au lieu de se contenter de baisser la tête et de se servir du pouvoir de l'amitié pour supporter les pics, eh ben elle va lui casser la gueule. Littéralement. J'ai adoré cette scène. Parce que Madeline est super protectrice envers sa petite sœur Meadow, qui souffre de quelques troubles mentaux. Alors c'est pas précisé, mais je suppose, vu comment c'est décrit, que c'est une forme d'autisme. Les experts pourront donner leur avis, moi je connais pas trop l'autisme, donc je vais pas me mêler de ça. Et au fil de l'histoire, Meadow va avoir un comportement de plus en plus incompréhensible et bizarre. D'ailleurs, on a parfois plusieurs chapitres qui sont justement du point de vue de Meadow, mais le truc c'est que c'est des mini-chapitres, quoi, voilà, un mini-chapitre de Meadow. Du coup, est-ce que c'était vraiment la peine de la faire intervenir, quoi. C'est pareil, on a régulièrement des interventions du journal des Sœurs André, qui étaient les premières victimes de Thorngrove. Et si les protagonistes avaient trouvé ce journal intime, tu comprendrais pourquoi on en a des extraits. Alors que là, littéralement, ça sort de nulle part. Et à la limite, pour moi, on aurait dû rester uniquement du point de vue de Madeline. Ce qui aurait accentué l'effet gothique
Ça l'aurait rendu beaucoup plus présent. Et on n'aurait pas vraiment su si le surnaturel était vraiment présent. Ça aurait vraiment... là, pour le coup, on aurait vraiment glissé sur du fantastique dissimulé. Le problème étant que les chapitres sur Mido et les jumelles André, bah, ça confirme que, ouais, il y a une entité maléfique et c'est la même qui intervient à chaque fois, quoi. Et pour moi, c'est dommage parce que ça aurait donné une atmosphère très différente au roman, justement, de pas savoir. Parce que là, littéralement, on comprend quelle est la menace et on termine la malédiction dans les 2 derniers chapitres du livre. Et ça n'a même pas le mérite de nous donner une fin ouverte, en fait. On a un épilogue de Madeline qui, grosso modo, évoque ses regrets. Mais rien d'autre, quoi. C'est le genre... Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas considérer que tout ça, c'était uniquement un fantasme, une hallucination, et du coup, tu vas essayer de totalement l'oublier? Est-ce qu'au contraire, tu vas croire à la malédiction et tu vas essayer de... je sais pas, de faire cramer la baraque? Est-ce que tu vas essayer de prévenir d'éventuelles futures victimes? Est-ce que tu as l'intention de tout faire pour quitter Hogwarts? Ou je sais pas, quitte à se contenter de dire ça, bah, autant pas mettre d'épilogue. Hein, ça. Et du coup, bah, je trouve ce livre assez décevant. Et franchement, j'ai pas très envie de vous le conseiller. Bon, un des tout premiers mangas sur l'univers Marvel. Je sais pas si c'est une bonne chose que Disney commence à empiéter sur ce territoire-là, mais bon. L'histoire est celle des Avengers, qui se déroule, pour ce qu'on en sait, plus ou moins dans le même univers que les films. Sauf que pas de bol, une contamination zombie va se répandre, d'autant plus problématique que le virus ne se transmet pas par morsure, mais par simple contact physique. Ok. Alors, sans vouloir faire mon gardien du temple, il y a déjà eu des zombies dans Marvel, dans une série qui s'appelle Marvel Zombies, qui était extrêmement gore et what the fuck. Et du coup, vouloir transposer ça dans une version édulcorée, je pense pas que ce soit une idée très lumineuse. Tout simplement parce que de base, le principe du zombie est pas censé être tout public. Quant à l'histoire, bah... en général, j'ai pas trop de problème à juger une série sur un premier tome. Mais là, j'en vois vraiment pas l'intérêt, quoi. À moins que vous soyez un fan hardcore du MCU qui tient à avoir tous les spin-offs. Bon bah là c'est vous qui voyez quoi. Mais personnellement, je vous le conseille pas. Oh mon diable, ce que c'était chiant! L'histoire est celle de Ao, qui se trouve être la fille d'un des plus grands auteurs best-sellers de livres érotiques, voire pornographiques, mais je vous avoue que là c'est pas clair. La lycéenne se trouve être une gamine studieuse qui, ayant justement connaissance de la chose par les yeux de son pervers de paternel, a décidé de rompre tout contact avec les hommes, qu'elle considère comme des obsédés sexuels avec qui elle ne veut rien avoir à faire. Sauf qu'il se trouve qu'un de ses camarades va vouloir lui déclarer sa flamme, engendrant toute une avalanche de mauvaise compréhension pour Ao qui va tenter de l'envoyer bouler, sans succès. Alors, le principe de base était plutôt intéressant. Au lieu de foutre un adolescent qui n'y connaît rien en sexualité, ici on y fout une adolescente qui, elle, en sait beaucoup trop. Ce qui aurait effectivement pu être très marrant. Mais en fait, non. C'est littéralement rien de plus que des situations qu'on a déjà vues 1 milliard de fois. Certes, sous le prisme du regard de la fille plutôt que celui du mec, mais qui n'a aucune originalité. La quasi-totalité des situations qui sont censées être drôles, non seulement tu les vois arriver à 10 000 km, mais en plus, c'est juste pas marrant quoi. J'ai lu l'intégralité du premier tome, je n'ai pas souri une seule fois. Alors que je me marre comme un bossu devant des blagues de merde. Donc clairement, si vous avez de l'argent à dépenser dans un manga et que vous avez envie de rire, évitez celui-là. Alors, je crois qu'il est temps de poser quelques bases. Ce livre est censé être le pinacle de ce que j'appelle le Terry Moore-verse. Pour faire simple, Terry Moore est un auteur de comics réputé pour plusieurs histoires différentes. Strangers in Paradise, Rachel Rising, Echo et Motor Girl. Il est d'ailleurs connu pour souvent confier les premiers rôles à des personnages féminins, et aussi que ses BD sont uniquement en noir et blanc. Alors pour le coup, je connaissais Echo depuis déjà un petit moment, mais apprendre qu'il avait fait d'autres œuvres avec d'autres personnages,
Je l'ai appris cette année qu'il avait fait ça. Et surtout, j'ai appris que le tome 5 ans serait une espèce de crossover qui réunissait absolument toutes les héroïnes de toutes ses œuvres. Donc je me suis lancé à la découverte de cet univers qui, mine de rien, mérite qu'on s'y intéresse. Je considère que Terry Moore a créé parmi certains des personnages les plus cool et les plus humains qu'il puisse y avoir dans la fiction. Mais en contrepartie, il y a toujours des éléments dans ses œuvres qui font que j'apprécie rarement à 100%. Par exemple, je trouve que Echo est excellent quasiment de A à Z. L'inconvénient étant que l'histoire se termine sur un énorme Deus Ex Machina qui vraiment ruine grandement le plaisir. Sans parler de quelques éléments sur la religion et Cain et Abel, tout ça. Donc, si vous n'êtes pas fan de religion et que dans un truc quasi entièrement réservé à la science, vous tombez sur ça, vous dites quoi? C'est... Non. Strangers in Paradise, c'est une saga qui se divise en 4 intégrales. Et les intégrales, elles font 7... Et les intégrales, chacune fait à peu près cette taille-là. Je n'exagère même pas. Et autant la première intégrale est cool à suivre, autant les 3 autres, c'est du triangle amoureux. Je peux vous garantir que j'ai laissé tomber au bout du 2e et j'ai aucune envie de continuer la suite. Rachel Rising avait un univers qui était super cool, mais qui a quand même pas mal d'incohérences et qui se termine en zappant plusieurs pistes qui étaient assez importantes. En bref, avec Terry Moore, il y a à boire et à manger. Mais il y a toujours suffisamment de bon pour vous donner envie de vous intéresser à son travail. Et donc, j'ai terminé mon voyage dans le Terry Moore-verse avec 5 ans. L'histoire, c'est que suite aux événements d'Echo, plusieurs pays ont obtenu la formule de l'alliage 618. Lisez Echo, vous comprendrez à quel point c'est pas bon signe. Et ont donc l'intention de faire une bombe Phi. Bombe qui dévasterait non seulement la Terre, mais carrément le système solaire avec. Il ne reste donc que 5 ans avant que cette bombe soit conçue et testée. Alors qu'à la fin d'Echo, la Chine avait déjà conçu sa propre bombe Phi et était sur le point de la tester. Mais bon, je vais pas commencer à me jeter sur les incohérences comme un chien enragé. Et c'est incroyablement décevant. Pour les personnages en eux-mêmes, qui sont déjà rassemblés et se connaissent plus ou moins dès le début du tome, et non seulement il y a un gros déséquilibre dans l'apparition des personnages, Samantha aurait pu ne pas du tout apparaître, que ça aurait rien changé à l'intrigue, Julie Martin, qui est quand même la principale concernée dans l'histoire, elle doit apparaître genre 10 pages à la fin du tome, mais c'est tout. Et on a aussi quelques grosses incohérences, du genre Julie qui n'hésite pas à massacrer une voiture de poursuivants, alors que dans Echo, il était bien montré que elle ne voulait pas tuer des gens. Si elle tuait, c'était uniquement pour se défendre et par réflexe. Au contraire, quand dans Echo, à un moment, elle blesse quasi mortellement un soldat et le premier truc, c'est arrêter de me tirer dessus. Je vais essayer de le guérir. Je veux pas qu'on se batte. Je veux discuter. On a Zoé qui tombe amoureuse. Quoi? Tu sais pas d'où ça sort. Tu sais pas pourquoi on te sert cette intrigue complètement inutile. Parce que vraiment, cette intrigue-là, elle ne sert à rien. On envoie Kachu sur le terrain en Russie, alors que, comme elle le dit elle-même, elle connaît pas le terrain, elle connaît pas la langue, et pour ce que je me souviens de Stranger in Paradise, c'est absolument pas une combattante. Là, pour le coup, ça aurait été plus logique d'y envoyer Samantha. Et les interactions entre les personnages sont excessivement limitées. Si on a bien 2-3 pages qui sont dédiées à certaines rencontres, genre entre Kachu, Julie et Rachel, bah ça passe super vite et on développe pas plus que ça en fait. Alors que bordel, Moore il a quand même l'habitude de nous offrir de meilleures interactions entre ses persos. Et c'est également là que le dessin de Terry Moore trouve ses limites. Parce que quand vous êtes dans une intrigue avec un nombre relativement limité de personnages qui ont tous une apparence, une coupe de cheveux assez particulière, c'est assez facile de les différencier. Par contre, quand tu arrives dans un crossover où il y a plein de personnages, notamment féminins, qui ont souvent des caractéristiques assez semblables, bah t'hésites souvent sur qui est qui. Et c'est encore plus flagrant quand t'as les tout nouveaux persos qui débarquent de nulle part. Il y avait eu une scène avec un personnage, j'ai dit, attends, ça doit être un tel, ou alors c'est un tel, c'est... Ah non, pas du tout, apparemment ce personnage on le connaît pas du tout. Ah, bon. Et l'intrigue en elle-même est simpliste et franchement pas aussi intéressante que celle des autres histoires. Je vais vous spoiler comme un gros porc, histoire que vous vous rendiez bien compte de l'étendue du problème. Je vous mets un timecode si vraiment ça vous gêne. Vu que plusieurs pays ont l'intention de se créer la bombe Phi, les héroïnes vont se rendre en Russie pour capturer un chercheur et le ramener aux États-Unis, pour ensuite persuader le gouvernement en hors-champ que c'est pas bien de fabriquer cette bombe. Alors déjà, comment vous avez fait pour les convaincre? Vous saviez commencer par buter plusieurs Gus, c'est certainement pas pour rien.
Et surtout, vous faites quoi pour les autres pays? Genre, je sais pas, celui qui avait été la plus grosse menace d'Orico, c'est-à-dire la Chine. Il y a aussi une sous-intrigue avec un truc du manuscrit de Cléopâtre que Lilith est en train de rechercher. Pourquoi? Aucune idée. T'as une fin où elle a l'air de découvrir l'autre moitié du manuscrit, tu sais pas ce que ça impacte, et vu que le 5 ans a pas l'air d'avoir de suite, tu sais vraiment pas à quoi ça sert, quoi. Bref, c'est clairement pas le meilleur épisode du Terry Moorverse. Je sais pas si c'est le pire, j'ai toujours pas fini les Strangers in Paradise et clairement j'ai aucune envie de les finir. Mais franchement, c'est un des pires. S'il y a une œuvre de Terry Moore que je vous déconseille de tester, c'est 5 ans. Parce que c'est juste rempli de promesses non tenues et d'espoir piétiné à coups de botte. Ok. Une bande de copains décide de se réunir pour célébrer le bon vieux temps, et donc ainsi de partir faire une virée en mer tous ensemble. Ce qui déjà pue la bonne grosse idée de merde. Ils vont tomber sur le territoire d'un immense requin qui va se mettre à les becqueter les uns après les autres. L'histoire se termine en 2 tomes, et c'est nul! En fait, y a rien. Les personnages sont quasiment pas développés, ou alors ils sont chiants comme la pluie, et comme il y a pratiquement aucun enjeu à part la survie, bah tu t'y attaches pas. T'en as juste rien à foutre. Pour faire simple, le seul perso que j'ai bien apprécié, c'était le grand-père qui arrive dans le tome 2. Et lui au moins il avait le mérite d'être bien caractérisé. Est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Non. Économisez votre temps et votre argent et franchement, lisez autre chose. C'est quoi cette merde? L'histoire est celle d'un monde où existent des Kyujin, littéralement des mutants de chez Marvel. Des gens qui développent spontanément des pouvoirs. Et le héros va se retrouver à en développer à son tour, ce qui va modifier son apparence et le contraindre à se mêler d'intrigues à base de super pouvoirs. Y a rien d'innovant, rien d'original. C'est juste la même sauce de shonen neketsu hyper basique qui va reprendre les mêmes poncifs qu'on a déjà vus 1000 fois. Et Glénat essaye de le vendre à mort, parce que c'est issu de la plume de l'auteur de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui à mon sens est déjà pas exceptionnel, mais bon. Et franchement, j'espère que c'est pas un succès. J'espère en toute sincérité que le manga va se planter. Parce que si vous me dites que ça mérite de vendre des millions d'exemplaires à travers le monde, eh ben ça veut dire que la recherche de qualité et d'originalité, c'est pas dans les priorités des gens. Que le public veut juste rebouffer la même sauce indéfiniment. Ah bah si c'est comme ça, je vais arrêter de me casser le cul à essayer de travailler mes romans et puis mes vidéos. Je vais faire des trucs ultra basiques que tout le monde a déjà vu 1000 fois et je ferai un méga succès. Pourquoi je devrais me faire chier à faire de la qualité alors qu'à côté on a ce genre de merde qui réussit à s'exporter à l'international? Je sais pas, je vais prendre un contre-exemple. Demon Slayer, qui pareil est un neketsu très classique et basique, mais lui, il a 2 avantages. Non seulement il place son contexte dans le Japon du début du XXe siècle, ce qui à mon sens est quand même assez original, et surtout, l'animé est d'une beauté hallucinante. Donc déjà, avec tout ça, je comprends qu'on puisse adhérer à Demon Slayer. Shujin X n'a rien de tout ça. Je sens que certains vont m'accuser d'être de mauvaise foi, que ça se fait pas de juger une série sur un premier tome. Peut-être. Mais la majeure partie du temps, quand je lis un premier tome, celui-ci essaye de me donner envie de continuer. Il va essayer de me donner des raisons de poursuivre l'intrigue. Soit parce que je sais pas encore sur quel pied danser, soit parce qu'il y a eu des retournements inattendus, soit parce que c'est extrêmement cool. Bref, le but d'un premier tome, c'est de réussir à maintenir mon attention. Et Shujin X ne fait rien de tout ça. J'ai absolument aucune envie de lui laisser sa chance, et ça a probablement été ma pire lecture de 2022. Ouais, on en a terminé avec les flops de lecture. Je vous donne donc rendez-vous pour demain, pour la vidéo sur les tops. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.